Nous l'avons vu venir depuis plusieurs années, à grands coups de propagande, d'émissions larmoyantes et de témoignages poignants. La PMA est à nos portes et rien ne semble pouvoir l'arrêter. Elle est la suite logique de la déconstruction de l'éthique de notre société. Qu'importent les lois de la nature, tout le monde doit avoir le droit à l'enfant. Nous sommes en route vers Gattaca. Chers auditeurs, bienvenue sur cette nouvelle émission de Fréquence Soleil Vert que nous avons intitulée PMA, nous n'irons pas à Gattaca. Ravage est aux commandes et je suis accompagné ce soir de Bernie, Hélène, Eric, Charvet et Derfonnet. bonsoir chers camarades. Et donc, chers camarades, d'où nous vient ce nouveau cadeau de la modernité ? Eh bien, ce nouveau cadeau de la modernité, merci Ravage, nous vient de loin en réalité, puisque c'est la rencontre entre les possibilités techniques qui nous sont données par l'évolution de la science et par cette idéologie mortifère qui court depuis des années sur l'hubris de l'homme qui veut toujours plus, tout ce qui est possible doit être fait, et surtout sur la perte de la condition, enfin de ce qu'est la vie, ce que devrait être la vie, qui doit être protégée de son commencement jusqu'à sa fin, et de cet esprit de communauté qui devrait toujours nous guider. En réalité, la PMA est la fille plus ou moins cachée, évidemment, du mariage pour tous. Ça avait déjà été prédit à l'époque. On peut lui reprocher beaucoup de choses, mais par Brigitte Bardot dès 2013. Et c'est surtout la petite fille, on va dire, du Pax, par ricochet avec le mariage pour tous, et même dans une certaine mesure, l'arrière-petite-fille de l'avortement, qui permet qui conçoit l'intérêt personnel de la future mère, plus important que la vie de l'enfant à naître. Et évidemment, un des problèmes principaux, mais nous verrons qu'il y a de multiples biais pour attaquer la question de la PMA, c'est évidemment le statut de l'embryon. Oui, alors on voit qu'à chaque fois on passe c'est la technique du cliquet, de toujours faire des petites avancées du progressisme et de ne jamais revenir, qu'on ne puisse jamais pouvoir revenir en arrière. En quoi du coup est-ce que la PMA est un nouveau cap ? En quoi est-ce que c'est grave ? Qu'est-ce que ça va donner ? Qu'est-ce que ça implique ? En réalité, la PMA, la nouvelle loi sur la PMA telle qu'on la connaît aujourd'hui, n'est pas une grande modification de ce qui existe déjà. C'est-à-dire aujourd'hui on parle c'est uniquement un changement de statut administratif, mais en réalité la PMA existe déjà et elle est déjà choquante en soi. Une des problématiques principales de la PMA, c'est évidemment cette élimination d'une partie des embryons, puisque pour faire une PMA, il y a une fécondation in vitro, c'est-à-dire qu'en gros on fait plusieurs embryons, donc plusieurs petits hommes en devenir, et qu'on en élimine une partie, dans un premier temps par pur eugénisme, c'est-à-dire que quand on voit qu'il y a des risques de malformation, on les jette à la poubelle directement, ou bien par congélation et très souvent par destruction à terme, puisque comme il n'y a plus de projets parentaux, ces embryons deviennent libres d'exploitation, et c'est d'ailleurs un des éléments de cette nouvelle loi qui est la possibilité d'exploiter les embryons pour la recherche scientifique, mais c'est encore un autre débat. Et c'est d'ailleurs ce qui est assez fascinant dans cette nouvelle technique, c'est qu'en fait le couple, qu'il soit hétéro ou homo finalement, peu importe, passe une commande aux services médicaux qui deviennent du coup comme une société de service. Ils passent une commande, ils veulent un enfant, peut-être deux, et comme tu le disais, s'il y en a plus, il n'est pas question qu'ils les prennent tous. Donc on a vraiment une logique de plus en plus contractuelle, de service, ouais, qui est presque mercantile, et qui va complètement à l'encontre de la vision que nous, on a de la vie, de la vision que nous avons de la nature. La nature pose ses limites, qui sont parfois très, très injustes, et par définition la nature n'est pas égalitaire, n'est pas démocratique, et se fiche bien de nos petites opinions. Et donc nous pensons qu'il faut se soumettre à ces lois, à ces grandes lois de la nature, et à ce cycle de la vie, et qu'il n'est pas question de pouvoir toucher à ce qui est sacré. Oui, ce nouveau projet de loi de la PMA
c'est encore une marche en avant vers la marchandisation de la vie. C'est-à-dire que encore une fois, la vie est soumise aux lois du marché, et les laboratoires, et les cliniques vont encore se faire du profit sur la vie humaine, sur ce que nous sommes, et un peu notre futur, nous, à travers nos embryons. En gros, l'embryon va être sujet aux lois du marché, et l'homme va encore sacrifier sa vie sur l'autel du profit, quoi. D'ailleurs, on le voit déjà avec la problématique de la PMA sur la financiarisation du sperme on va dire du modèle dominant qui est, c'est la réalité des choses, le grand blond aux yeux bleus avec bac+5, qui a extrêmement mieux coté que le petit chauve bossu, évidemment. Donc finalement, c'est la perpétuation de la dictature de la beauté à travers des canaux purement physiques, purement artificiel, puisqu'il n'est évidemment pas nécessairement évident qu'un père qui a eu un bac+5, l'intelligence se transmette à l'enfant. Il y a évidemment plein de facteurs d'éducation, d'appétence personnelle qui rentrent en ligne de compte, sans compter que d'ailleurs c'est pas forcément formidable d'avoir un bac+5. Vous savez, chers amis, qu'ici nous préférons bien souvent un bon maréchal Ferrand ou un bon paysan plutôt qu'un banquier ou d'autres métiers hautement qualifiés. Donc on assiste de plus en plus à des problématiques, la perpétuation de la dictature de la beauté, de l'efficacité, puisque petit à petit, comme on fait face à un véritable eugénisme, il est tout à fait probable que dans un avenir plus ou moins proche, potentiellement on condamne plus ou moins formellement des parents qui voudront avoir des enfants par voie normale, naturelle. Oui, c'est pour ça qu'on avait voulu faire référence dans le titre de l'émission au film Bienvenue à Gattaca, je crois que c'est le titre, qui est donc une œuvre de fiction qui se projette dans le temps, dans une société où les êtres humains n'ont plus le droit de procréer naturellement s'ils ne remplissent pas un certain nombre de quotas, un certain nombre de critères, puisqu'on peut, dans ce film, détecter toutes les maladies et les défaillances génétiques de l'embryon quand il va naître, et donc s'il ne remplit pas tous les critères qu'il faut, on le supprime. Et en fait, c'est vrai que petit à petit, dans cette société qui refuse toujours de plus en plus les défaillances de la nature et ses inégalités, on le voit bien avec le cas des trisomiques, qui ont complètement disparu, d'ailleurs on le voit physiquement de nos sociétés, à part dans quelques milieux cathos qui gardent encore leurs enfants avec leur trisomie, ils ont complètement disparu. Donc ce que les nazis n'avaient pas réussi complètement à accomplir dans leur logique eugéniste, notre société, par le libéralisme, est en train de le réussir. C'est vrai qu'il y a une vraie question du refus de la technique. Bien évidemment, nous ne sommes pas pour réaliser l'ensemble de nos actions et de nos opérations avec nos seuls bras et jambes, mais là on est vraiment sur une problématique technique, c'est-à-dire que c'est assez drôle d'ailleurs sur le plan politique de dire qu'aujourd'hui, demain, bientôt, on va militer peut-être de manière exhaustive et plus ou moins utile contre la PMA, mais en fait la PMA c'est, comme l'a dit le camarade Charvet tout à l'heure, uniquement l'application, la modification administrative et éventuellement légale d'une compétence technique qui est déjà là. Et donc il y a la question de déjà comment et pourquoi elle est là. Alors je ne suis pas spécialiste d'histoire de la science, mais on est toujours sur, pour aller très rapidement, sur le savant fou qui, puisqu'il peut, il fait. Mais derrière, en fait, se pose la question pour chacun de la fécondation in vitro en soi. Et aujourd'hui ressortent encore les marottes des couples homosexuels, les couples lesbiens, c'est mal, mais en fait la problématique elle est, si c'est pour le garder égoïstement pour les couples hétérosexuels, on n'a pas particulièrement avancé. En fait la problématique elle est derrière, sur cette possibilité de faire des bébés en éprouvette, et ça c'est de la merde, c'est contre nature, c'est pas naturel, c'est même pas un supplétif à quelque chose qui serait dû. Y a vraiment un gros fossé civilisationnel qui est en train de se creuser, et là où c'est important, c'est que du coup la fécondation in vitro, qui avant était quelque chose un peu discret, on n'en parlait pas trop, les gens ne hurlaient pas forcément sur leur toit que leurs 3 enfants avaient été conçus en labo,
aujourd'hui on banalise la chose. Il devient normal d'avoir dans notre univers mental, parce que c'est extrêmement important de savoir quelles sont nos grilles de lecture, nos grilles de code, le bébé éprouvette, le bébé labo rentre fort et se banalise. Et donc on va en parler naturellement. Et en fait, là, dans certaines mobilisations, le drame est de le poser la problématique sur le couple homosexuel, pour rester juste sur le plan éthique, indépendamment de toutes les implications politiques qu'il faut mettre en œuvre derrière et ne pas s'arrêter à ces questions de pure éthique. C'est intéressant, mais c'est pas ça qui va sauver le pays. Mais surtout, derrière, en fait, on ne remet pas en cause le concept de la fécondation in vitro. Et pourtant, là, je pense qu'il y a un réel enjeu, une réelle question à se poser, de savoir, est-ce que c'est parce qu'on en a la possibilité, la compétence, est-ce que c'est bien de l'appliquer sans se poser plus de questions. C'est vrai qu'on a vu que les réseaux traditionnels de contestation qui étaient issus de la manif pour tous se remettent en marche, avec toujours d'ailleurs ces mêmes codes insupportables, super républicains, tolérance et compagnie. On va encore se taper des manifs hyper chiantes avec un service d'ordre insupportable et bien balisé et bien bourgeois avec leurs petits pantalons rouges et leurs mocassins insupportables à gland. Ça va être très chiant. Et comme on le dit souvent ici, on ne fait pas la révolution avec des poussettes. C'est pas en marchant pendant quelques heures dans Paris ou ailleurs que le pouvoir va prendre peur ou que ça va se bouger. Donc, et en effet, sur l'argumentaire de fond de ces contestations, c'est encore la vision le fait que des couples homosexuels, lesbiens puissent avoir des enfants par PMA. Alors, c'est évidemment révoltant, mais comme tu le rappelais, c'est le principe même de la PMA qui est révoltant, peu importe que ce soit hétéro ou homosexuel. Donc là-dessus, on a vu des manifestations très conséquentes pour la manif pour tous, pour le mariage homosexuel. On va voir comment le mouvement va évoluer s'il dure un peu. Mais à mon avis, n'ayons pas de faux espoirs. La PMA, c'est mon avis, est inexorable. Elle va arriver. Ça fait partie d'un plan d'exécution qui est en marche, comme tu le rappelais, camarade Charvet, depuis assez longtemps. Donc n'ayons pas de faux espoirs. Mais à mon avis, il faut quand même témoigner, montrer que nous ne sommes pas d'accord, que nous ne voulons pas prendre ce train vers Gattaca, pour que dans 50 ans, 100 ans, je ne sais pas, on puisse dire ils avaient dit non, ils avaient essayé de résister avec leurs petits bras, leurs petits moyens, mais voilà, de montrer qu'on n'a pas cautionné ça. Ouais, alors Ravage, tu as tout à fait raison de rappeler que même si ce combat est malheureusement, alors il ne faut pas partir défaitiste, mais ce combat est de toute façon perdu, puisqu'en fait c'est manifesté contre une loi qui existe déjà, puisque la PMA, comme on l'a dit tout à l'heure, existe déjà, et qu'il y a en effet, une fois que le mariage pour tous est passé, aucune raison pour qu'elle soit limitée à une frange de la population. Il faut malgré tout mener ce combat, et il faudra le mener même si nous savons que on ne va pas dans le bon sens, pour rappeler éternellement, toujours, indéfectiblement, notre vision du monde, notre vision de l'éthique, puisqu'à un moment, l'éthique doit être plus fort que les possibilités techniques. On peut toujours torturer des gens, on peut toujours greffer un bras dans le dos des gens, peut-être que techniquement c'est possible. Aujourd'hui il y a des expériences qui sont faites pour créer des chimères, c'est-à-dire des enfants mi-hommes, mi-animaux. Il faut savoir que ça existe dans certains laboratoires, mais même si techniquement c'est possible, même si demain on peut faire des hommes-chats, je pense qu'il faudra toujours refuser ces horreurs. Il y a une réalité aussi qu'il ne faut pas du tout banaliser et qui est un drame pour certains couples, nous le savons, parfois nous le vivons ou à titre personnel ou dans nos familles ou dans nos amis, c'est évidemment la question de la stérilité. La question de la stérilité, c'est évidemment un drame, même si la paternité ou la maternité n'est pas nécessairement l'alpha et l'oméga de la vie, on peut tout à fait avoir une vie épanouie sans avoir d'enfant. Voilà, il faut être honnête, la nature veut, c'est un cri de l'humanité depuis sa naissance, la nature veut que nous nous reproduisions et nous ayons des enfants. Alors évidemment, on pourrait parler ici de toutes les
problématiques qui rendent ces couples stériles aujourd'hui, ce monde moderne, c'est évidemment le problème de la pilule, le problème de tous les produits toxiques que nous respirons, que nous mangeons à longueur de journée et qui influent directement ou indirectement sur nos capacités de reproduction. Mais nous ne devons pas évidemment oublier d'évoquer le drame de la stérilité. Il est aussi important de dire qu'il y a des évolutions scientifiques aujourd'hui qui permettent de manière tout à fait naturelle et éthique d'avoir des enfants pour des couples qui ont des difficultés à avoir des enfants. Il y a des grands progrès scientifiques qui ont été faits et qui sont d'ailleurs très souvent, je dirais, occultés, peut-être excessifs, mais dont la publicité n'est pas suffisamment faite, justement parce qu'on privilégie des méthodes de reproduction beaucoup plus sensationnelles comme la PMA. Peut-être que, mesdemoiselles, vous pouvez un petit peu donner votre regard féminin sur cette question-là, qui est évidemment, je pense, dans le cœur de toute personne qui n'a pas encore eu la chance d'avoir des enfants et qui vit plus ou moins de manière intense cette angoisse de la stérilité. Oui, tout à fait. Alors déjà, je crois que ce qu'il faut rappeler, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de cas de stérilité qui sont en fait inexpliqués et qui se révèlent être des cas d'infertilité d'origine psychologique. Et ça, on le voit notamment par le fait que certains couples qui, par exemple, qui vont se lancer dans des PMA qui n'auront pas marché, ou etc., en fait, quand ils vont se mettre dans des procédures d'adoption, parfois c'est à ce moment-là que la femme tombe enceinte. Bon, déjà, ça interroge sur le fait, pourquoi il y a une infertilité. Mais ensuite, évidemment que la stérilité est quelque chose de douloureux et encore plus pour une femme. Mais du coup, ce qu'on peut dire et ce que je peux dire moi aussi en tant que femme, c'est qu'en fait, on vit pas une fécondité simplement. La fécondité se vit pas simplement de manière physique. En fait, on a aussi une fécondité qui est plus spirituelle et on peut la vivre dans la vie de tous les jours en fait, avec les enfants qu'on a l'occasion de rencontrer dans son entourage. Petit aparté, mais une chose toute bête, déjà, il y a alors j'ai pas de chiffre en tête du tout, mais il y a des milliers d'enfants à adopter en France. Donc si vous n'avez pas, si la nature, Dieu, ne vous a pas donné la chance d'avoir des enfants, vous pouvez tout à fait essayer d'en adopter. Alors, apparemment pas tant que ça en France, mais en tout cas il y en a beaucoup. Alors essayez de privilégier plutôt des pays qui nous ressemblent, pour essayer d'avoir plutôt des petits Européens à éduquer, à adopter. C'est quand même plutôt le but dans cette logique de transmission. Et voilà, c'est aussi une piste pour être fertile, pour transmettre, comme tu le disais, pour trouver un autre moyen de vivre cette fertilité. Oui, puis je crois qu'en fait, fondamentalement, ce qui nous rend heureux, c'est pas forcément d'avoir ce qu'on voulait au départ. Et là, du coup, je me permets un aparté, c'est que l'enfant, en aucun cas, n'est jamais un droit, et encore moins une marchandise. L'enfant, c'est une personne humaine, donc par définition, ça ne se vend pas, ça ne s'achète pas, et ça ne se réclame pas. L'enfant est une personne humaine, voilà. Et donc, en fait, on n'est pas forcément heureux en ayant ce qu'on a désiré au départ, parce que parfois, ce qu'on désire n'est pas ce qu'il nous faut, forcément. En fait, je crois qu'on est vraiment profondément heureux, et ça, c'est valable pour tout le monde, en acceptant la réalité dans laquelle on est. Et parfois, malheureusement, cette réalité peut être douloureuse, mais en fait, c'est une fois qu'on l'accepte et qu'on la vit pleinement que, justement, elle peut devenir féconde et qu'on peut être profondément heureux avec ce qu'on a. Et je crois aussi que, alors particulièrement dans le cas de la PMA pour les femmes seules ou pour les couples de femmes, ce qui est aussi regrettable, c'est que ça occulte le fait qu'un enfant, en fait, ça arrive, c'est le fruit de l'union entre un homme et une femme. Et je suis pas sûre que ce soit nécessaire de le rappeler, mais enfin, peut-être, voilà, deux femmes ensemble n'auront jamais un enfant, donc c'est une illusion
En fait, permettre à deux femmes d'avoir un enfant, c'est leur faire croire que leur amour est fécond alors qu'il ne l'est pas. Et une femme seule également. On peut peut-être évoquer évidemment l'expérience qu'on vit, j'imagine, quotidiennement tous les jours, en subissant ou à titre personnel ou dans nos familles, dans nos amis, le drame des conséquences du divorce, qui montre que pour le plein épanouissement d'un enfant, il est souhaitable, hormis évidemment quelques accidents de la vie, qu'un enfant soit éduqué par un père et une mère. Alors, toujours l'argument fallacieux de dire oui, mais il y a des enfants battus par un père et une mère, et évidemment, c'est un drame. Il y a aussi des enfants battus par des couples homosexuels. Voilà, est-ce que pour autant il faut condamner par principe, parce qu'il y a des couples homosexuels qui maltraitent leurs enfants ou des couples hétérosexuels, je ne crois pas que c'est l'enjeu. La réalité, c'est que évidemment, surtout dans une société décomposée comme la nôtre, où il y a plus d'enfants qui naissent hors mariage que d'enfants qui naissent dans le mariage, et je n'ai plus le chiffre en tête du nombre de divorces, mais c'est absolument exponentiel. Voilà, je sais, merci, 1 sur 2 ravage. On voit bien tous les troubles que ça cause chez l'enfant, cette peur de l'abandon, cette perte, cette violence parfois qui est chez les enfants, ce manque de repères. Il y a un certain nombre d'études qui démontrent que par exemple les enfants de parents divorcés ont beaucoup plus de chances de sombrer dans la drogue, dans la dépression. Ce sont des principes de réalité, et même qu'on peut constater de manière tout à fait empirique dans nos vies personnelles. Donc encore une fois, il faut quand même rappeler, et c'est le grand drame de notre monde contemporain qui essaye de refaçonner un monde coupé de toute forme de réalité. Chesterton disait une phrase que j'aime beaucoup, il arrivera un jour où nous devrons nous battre pour dire que le ciel est bleu et que les feuilles des arbres sont vertes. Et nous y arrivons, au modèle aberrant de dire que bah oui, pour faire un enfant, il faut un homme et une femme. Pour l'élever, c'est quand même mieux d'avoir de préférence le père et la mère biologique pour élever leur enfant. Il y a des vieux rêves de la République d'arracher les enfants, à leurs parents pour éviter tout déterminisme. Mais la réalité montre cependant que, évidemment, les enfants les plus épanouis sont, dans une grande majorité des cas, les enfants élevés par leurs parents. Oui, la vie apporte déjà suffisamment son lot de souffrances et de complications. Alors imaginez ce que ça peut être lorsque vous arrivez en tant qu'enfant dans un couple de deux femmes et qui ont choisi le mâle géniteur, parce qu'on n'a plus le droit de parler d'homme, mais on peut parler de mâle alpha, je crois. Donc un couple de femmes qui aurait choisi un mâle géniteur, donc grand, blond, aux yeux bleus, bac plus 5. Le type même de l'homme qu'on exècre en général. Et elles l'auront choisi sur catalogue en fonction de leurs revenus, parce qu'évidemment un homme plus coté coûte plus cher qu'un homme moins coté. Et donc vous naissez non pas du fruit d'un désir amoureux entre deux personnes et d'un amour qui est fécond, mais d'un choix marchand et... Enfin voilà, vous avez été choisi sur catalogue, quoi. Je pense qu'il y a également une réflexion à avoir sur ce que tu disais, Charvet, au début, que maintenant, dès que quelque chose est possible, il doit être réalisé. Et en effet, je pense qu'il y a une réflexion à avoir sur quel doit être le rôle de la médecine et des services de santé. J'aurais bien aimé notamment que Eric nous fasse cette petite distinction dont tu m'as parlé sur prothèse et orthèse. Parce qu'actuellement, la médecine, là on voit avec la PMA, a 2 grands rôles. La médecine qu'on connaît tous avec le médecin généraliste qui est là pour guérir. C'est-à-dire la médecine la plus éthique et entre guillemets la plus morale. Médecine où on a une cécité aux yeux, on est myope, on peut avoir des lunettes, c'est une guérison. Ça permet de mieux voir. Ou alors c'est quand on est malade, on a une petite gastro, et ben là on guérit, c'est-à-dire qu'on redevient comme avant. Et il y a aussi l'autre mot l'autre mal de la médecine, c'est augmenter l'homme. C'est-à-dire lui faire prendre une nature augmentée, le faire en quelque sorte devenir un surhomme.
c'est tout ce qui est avec tout problème posé par les pareil pour la PMA. C'est-à-dire qu'en fait comme disait notre ami Bernie, en fait on va être choisi sur un catalogue. C'est-à-dire qu'on va augmenter l'homme, on va augmenter ses chances de devenir un bac+5, un polytechnicien, un homme beau qui correspond aux critères, à la matrice sociale qu'on nous impose. Et là, c'est ce défaut, c'est ce tournant vraiment que prend la médecine, de remplacer pour améliorer, et non plus de guérir. Alors c'est tout le problème, évidemment, on parle aujourd'hui de la PMA, mais évidemment c'est tout le problème de l'augmentation, c'est-à-dire aujourd'hui où l'on commence à évoquer la possibilité d'avoir des yeux, d'être nyctalope, c'est-à-dire d'avoir par exemple des possibilités d'être opéré pour pouvoir voir la nuit, ou bien d'avoir des performances plus importantes, avoir par exemple des prothèses définitives pour courir plus vite, sauter plus loin, un certain nombre d'opérations qui commencent à voir le jour, qui vont évidemment probablement dans les années à venir être des sujets de plus en plus récurrents et qui évidemment vont sûrement faire l'objet de lois ou en catimini ou des lois qui seront peut-être un peu plus débattues, mais toujours en allant avec l'argumentation des progressistes sur le sens de l'histoire, sur bah oui mais écoutez c'est inéluctable, de toute façon il faut le faire parce que d'autres le font. C'est d'ailleurs l'argument à l'heure actuelle de la PMA et surtout de la GPA, où petit à petit on arrive, puisqu'évidemment la GPA va être le prochain débat qui va arriver, sur l'argumentaire de dire au même titre que l'avortement il y a 40 ans ou aujourd'hui la GPA, oui mais de toute façon d'autres pays le font et du coup il n'y a que les riches qui peuvent aller dans les autres pays pour se faire les opérations qui vont bien. C'est le cas notamment de ce présentateur dont j'ai oublié le nom qui a écrit un livre sur les 2 petites filles qu'il a eues par gestation pour autrui aux États-Unis. C'est un formidable acte d'amour de payer une mère porteuse pour son petit plaisir égoïste. Donc c'est des sujets, évidemment, aujourd'hui la PMA semble anecdotique, surtout vu la manière dont elle est présentée et on va dire le mauvais axe ridicule de la manif pour tous, qui évidemment s'y prend bien tard, puisque le débat sur l'action qui aurait dû être faite, c'était évidemment au moment de la PMA ou même au moment des bébés éprouvettes. Pour beaucoup nous n'étions pas nés, donc bon, nous prenons le train en marche, le train de la révolte en marche, mais nous le prenons quand même. Mais encore une fois, il faut refuser toute forme d'augmentation de l'homme, puisque c'est en réalité la fin de l'humanité et surtout le triomphe des riches. C'est-à-dire qu'évidemment, qui va profiter de toutes ces prothèses d'amélioration, c'est évidemment les riches, et on imagine bien que ce ne sera pas les pauvres. Oui, complètement, et c'est également le triomphe du désir désordonné et tout-puissant, du désir qui est d'ailleurs aussi provoqué, comme on l'a dit, par toutes les injonctions que nous recevons en permanence, qui nous viennent de nos dirigeants qui cherchent bien à instrumentaliser nos consciences. Je vous donne un exemple. Une femme qui choisit sur catalogue un père géniteur, qui finalement, donc il s'agit d'une femme noire, c'est un cas réel, qui choisit un homme blanc, et au moment de la naissance, elle s'aperçoit que son enfant est albinos, alors qu'elle espérait avoir un enfant métis. Et donc pour elle, c'était un drame, parce qu'elle ne se reconnaissait pas dans cet enfant, alors qu'elle a payé pour pouvoir avoir le sperme de cet homme et qu'elle avait désiré cet enfant. À la réception de la marchandise, finalement, l'enfant ne correspond pas à ce qu'elle voulait, et donc elle n'en veut plus. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Il y a aussi tous les cas de femmes qui accèdent à des fécondations in vitro. Lorsque vous avez une fécondation in vitro, il y a des risques assez grands, des possibilités en tout cas assez grandes de gestation multiple, je ne sais plus quel est le terme technique. Voilà, d'avoir plusieurs enfants, d'avoir des jumeaux ou des triplés. Et donc il y a des cas de femmes qui donc sont enceintes par exemple de jumeaux, et qui donc là vont demander à avorter d'un des 2 jumeaux parce que elles voulaient un seul enfant et non pas 2. Et donc en général l'équipe médicale accède au désir de la femme.
Donc voilà, en fait, chacun dit moi je veux ça, et en fait la société est tenue de répondre aux exigences personnelles, comme si c'était un droit de la personne et que la société était obligée d'y répondre. C'est-à-dire qu'en réalité, on se rend compte que en fait, on est dans des situations de plus en plus absurdes, et là où au départ on est uniquement sur un problème moral, on arrive sur des choses complètement immorales. Alors évidemment, dans le monde actuel, c'est très laid de parler de morale, mais nous n'avons aucun problème à parler sur Fréquence Soleil Vert de la morale, puisque oui, nous défendons la morale, nous pensons qu'il y a un souverain bien et un souverain mal, et que quelle que soit la volonté de la personne qui commet l'acte, il y a des actes qui sont de toute façon par essence mauvais, et même si la volonté de la personne de le faire est pas nécessairement immorale, c'est-à-dire le fait pour quelqu'un d'être père ou mère est évidemment quelque chose qui est tout à fait légitime dans son principe. C'est comme voler un enfant au supermarché parce qu'on n'a pas d'enfant. Peut-être que vous le faites en vous disant je vais bien l'éduquer et qu'il avait l'air très malheureux avec ses parents, mais l'acte en soi reste un vol et quelque chose de complètement immoral. Donc il faut pas perdre de vue, on l'a déjà dit au début, mais il faut vraiment garder cette idée en tête que ce sont des choses qui sont profondément immorales, quelle que soit la raison pour laquelle on les fait, et surtout que ces situations amènent des situations encore plus absurdes. Il y a évidemment toutes les questions de garde d'un enfant né par PMA, c'est-à-dire que un couple de femmes qui se séparent, qui a la garde de l'enfant, comment le juge peut déterminer. Alors oui, évidemment, il y aura potentiellement celle qui aura porté l'enfant, mais quelle est la place de l'autre femme qui n'est pas le père, etc. Il y a évidemment toutes les problématiques administratives. L'ensemble, en fait, pour résoudre un problème, on en crée des centaines d'autres. Et c'est vraiment l'absurdité de notre monde moderne, contre lequel nous combattons et que nous dénonçons régulièrement, c'est que pour répondre à certaines injustices de la nature, qui sont, ma foi, des injustices. Le monde n'est pas juste, la nature n'est pas juste, la nature n'est pas démocratique. C'est un fait, la nature est peut-être fasciste, certains l'ont déjà dit, c'est absolument absurde, mais c'est une réalité. Il y a des gens qui naissent petits, grands, gros, malades, bien portants, etc. C'est un principe de réalité. D'ailleurs, le monde serait sûrement beaucoup plus triste si nous naissions tous pareils, avec les mêmes, les mêmes caractéristiques. Mais la nature n'est pas juste. Il faut plutôt axer sur l'entraide communautaire pour pallier ces injustices que vouloir créer artificiellement des situations encore plus exubérantes. Un couple qui n'est pas fécond, malheureusement, doit pouvoir être aidé c'est même pas être aidé, au sein de la communauté, pouvoir profiter malgré tout des joies de voir des enfants courir dans leur maison, parce que des amis qui ont des enfants les voient régulièrement, etc. C'est des choses aussi bêtes que ça, mais évidemment dans notre monde où les gens vivent désespérément, de plus en plus seuls, de plus en plus sans aucun lien familial, etc. Ce sont des mauvaises réponses à des bonnes questions qui sont de ne pas vouloir rester seul et de vouloir transmettre à d'autres. Alors pour rebondir sur la question de la transmission qu'a évoqué notre camarade Charvet, effectivement, d'être un enfant né d'une PMA, finalement on est complètement coupé de toute racine, de toute famille. C'est-à-dire que nous on a la chance d'être les enfants d'un père et d'une mère, qui eux-mêmes avaient des parents et des grands-parents, et toute cette histoire ça forme la globalité de la famille, et ça permet de ne pas créer des enfants hors sol. Et il y a une transmission, une famille, une histoire commune, une communauté finalement, qui s'instaure au sein de la famille. Et c'est cette question d'enracinement dans la famille, et surtout de transmission. Oui, tu as raison de parler en effet de ce problème de transmission, c'est-à-dire qu'en réalité, il manque la moitié de l'arbre généalogique de l'enfant né par
par PMA, puisque évidemment l'absence du père, en tout cas même si génétiquement il existe, il n'en saura jamais rien, ce qui pose d'ailleurs un certain nombre de problèmes, encore une fois éthiques. On a abordé tout à l'heure les problèmes des enfants qui ne ressemblent pas aux désirs des parents, mais il y a évidemment aussi les problèmes d'enfants nés par PMA et qui se retrouvent, il y a eu l'exemple récemment aux États-Unis d'un couple qui a 3 enfants et qui a découvert, après avoir fait des recherches sur leurs origines, sachant que les 2 étaient nés de parents lesbiennes, qu'en fait ils étaient frères et sœurs. Ce qui est évidemment un cas rarissime, et dont évidemment il ne faut pas ériger en principe, mais qui est un risque qui est malgré tout réel, et qu'il faut... voilà, à un moment il faut s'interroger avant de lancer ce genre de catastrophe, puisque une fois que la catastrophe est arrivée, que fait-on ? Cher camarade, toi qui nous écoutes, tu l'as compris, la PMA, on est contre. Mais si on s'est à peu près bien exprimé, tu as aussi compris que dans le fond, on s'en fout. Puisqu'en fait, ce n'est que la queue de comète d'une pelletée de conséquences qu'on méprise et qu'on dénonce depuis de nombreuses années. Et que dans le fond, pour ou contre la PMA, c'est pas ça la question. La question c'est pour ou contre le réel, pour ou contre la vraie vie, pour ou contre l'intelligence du cerveau et du cœur et la confrontation, encore une fois, au monde qui nous entoure et au réel, à nos limites, à notre nature, à ce que nous ne pouvons pas faire malgré tous nos efforts. Et l'enjeu est là, l'enjeu est de retisser des liens, pallier par les qualités, les méthodes ancestrales, tous les problèmes de la vie, pouvoir se faire un repas entre camarades, soigne bien mieux la névrose et la dépression que tous les cachetons que ton pharmacien pourra te prescrire. Ton envie d'aller passer avec une pipette au laboratoire, c'est de la merde, on s'en fout. Le truc derrière, c'est que je te plains si c'est ton projet et que je te souhaite de trouver une communauté où on t'accueillera et où tu pourras vivre autrement, trouver un bonheur et une joie personnelle qui soit sincère, qui soit vrai, et que quand tu te regardes dans la glace, tu te dises que même si tout n'est pas rose, tout n'est pas noir, que le monde est fait de nuances de gris et qu'on est là pour essayer de mettre du blanc petit à petit. Et pour rebondir sur ton propos et pour conclure, comme tu disais, on s'en fout, c'est inexorable, ça va arriver. Néanmoins, je pense qu'il faut participer au mouvement en tant que militant. Il faut qu'on participe au mouvement, aux groupes qui vont essayer de communiquer, de résister à cette inexorable avancée, parce que après la PMA, comme on disait, il y aura la GPA et puis il y aura la suite. Essayer de faire dérailler à tout prix ce putain de train qui nous emmène à Gattaca et en enfer, un enfer pavé de bonnes intentions. Faites dérailler ce putain de train, soyez des résistants, car n'oubliez pas que si vous écoutez cette émission, c'est que vous êtes de la résistance.